بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers élèves de la première année sciences expérimentales, aujourd'hui on va continuer le deuxième chapitre de la production de la matière organique qui s'intitule Les échanges chlorophylliennes. Donc ce chapitre a pour introduction: en plus de l'eau et des sels minéraux, les plantes ont besoin de dioxyde de carbone, le CO2, présent dans l'atmosphère pour produire leur propre matière organique. Donc ces plantes vont libérer de l'oxygène. Ce sont des échanges chlorophylliens. Comme question qu'on va résoudre au cours de ce chapitre, la première question, c'est comment se font les échanges chlorophylliens. La seconde, c'est quels sont les types de matières organiques produites par ces plantes, qu'on va résoudre dans le troisième chapitre. Alors, grand 1, la mise en évidence de l'absorption du CO2 par les plantes chlorophylliennes. Donc, pour mettre en évidence les échanges gazeux chlorophylliens, on propose l'étude de l'expérience suivante. Expérience 1. Cette expérience utilise le rouge de chrysol qui est un indicateur de CO2. C'est un colorant qui devient jaune dans un milieu riche en CO2 et il devient violet dans un milieu pauvre en CO2. Alors la plante qu'on va utiliser, c'est la plante de l'élodée, qui est une plante aquatique chlorophyllienne qui se trouve dans les laboratoires pour faire des expériences. La première expérience, voici son protocole. Donc dans un premier temps, on utilise une solution de rouge de chrysol dans un tube AIC qu'on a fermé d'une façon étanche afin qu'il n'y aura pas d'échange avec le milieu extérieur. Donc cette solution, on va la mettre dans deux milieux différents. Le premier milieu, il va être caractérisé par la lumière et le second par l'obscurité. C'est-à-dire cette expérience va être faite dans deux milieux. Selon les conditions de ce milieu, on va voir le résultat. Après 1h30, on constate que le résultat est le même dans les deux milieux, que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité. La solution du rouge de chrysol n'a pas changé de couleur, c'est-à-dire il était jaune et il reste jaune. La couleur jaune, comme on a mentionné dans l'introduction de cette expérience, désigne la richesse en CO2, c'est-à-dire la quantité ou bien la concentration de CO2 qui existait dans la solution n'a pas changé, ce qui a entraîné le non-changement de la couleur qui reste jaune. Donc cette expérience peut être désignée comme une expérience témoin, c'est-à-dire la lumière ou bien l'obscurité n'influence pas sur la couleur du rouge de chrysol. Une deuxième expérience, dans un deuxième tube, on met la même solution le premier tube, mais on ajoute un rameau d'élodée. On a ajouté à la solution première un rameau d'élodée et le milieu il reste toujours riche en CO2. Et après 1h30, sous un milieu ou bien dans un milieu obscur, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière, la solution n'a pas changé de couleur. C'est-à-dire le rouge de chrysol n'ayant pas changé de couleur même si on a introduit le rameau d'élodée. Donc ce rameau d'élodée n'a pas intervenu dans le changement de la quantité ou bien la concentration de CO2 qui existe dans la solution. Pour le troisième tube, c'est-à-dire la troisième expérience, on a ajouté à la première un rameau d'élodée, le milieu étant riche en CO2, et après 1h30, la même durée du temps, mais dans ce cas sous l'exposition de la lumière, c'est-à-dire que le milieu est exposé à la lumière. Après 1h30,
on constate ou bien on observe que la solution a changé de couleur, c'est-à-dire il passe du jaune vers le violet. Ce changement de couleur peut être expliqué par le fait que le rameau d'élodée qui était introduit dans la solution a absorbé le CO2 qui existait dans la solution, mais à condition qu'il soit exposé à la lumière. La deuxième expérience, c'est la mise en évidence du dégagement d'oxygène par les plantes. Alors, on a trois expériences, trois bichères, et dans ces bichères, on a un entonnoir où on a mis un rameau d'élodée, ou bien une végétation verte, chlorophyllienne, et recouvert d'un tube à essai qui est rempli aussi d'eau. La première expérience, eau riche en CO2 avec la capsule opaque qui prive la lumière, c'est-à-dire on met cette expérience dans un milieu obscur. Pour la seconde expérience, dans le deuxième protocole, on a mis les mêmes conditions. Cette eau est riche en CO2 aussi, mais elle est exposée à la lumière. La troisième expérience, c'est le même cas que la deuxième, mais l'eau est sans CO2. Alors, lorsqu'on observe les résultats, dans la première expérience, le niveau d'eau n'a pas changé et il n'y a pas de dégagement de bulles. La seconde expérience montre qu'il y a dégagement de bulles, c'est-à-dire dégagement d'un gaz, et le niveau d'eau a diminué. C'est-à-dire on a une descente du niveau d'eau ici. La troisième expérience où il n'y a pas de CO2, ces résultats ressemblent à ceux de la première expérience. C'est-à-dire pas de changement du niveau d'eau dans le tube et pas de dégagement de bulles. La question qui se pose dans ce cas, c'est d'en déduire, d'analyser ces expériences et d'en déduire une déduction qui va expliquer ces différences qui existent entre les résultats de ces trois expériences. Donc, en comparant l'expérience 1 et l'expérience 2, on remarque que la seule différence, que la deuxième est exposée à la lumière, la première est privée de la lumière, c'est-à-dire elle est faite dans un milieu obscur. Donc, ceci de point de vue réactif, condition initiale. Mais en ce qui concerne les résultats, on remarque que la première, il n'y a pas de changement, et dans la seconde, on a un dégagement de bulles d'oxygène et l'abaissement du niveau d'eau dans le tube. Et ceci peut être expliqué par l'action de la lumière sur le rameau qui existe, ou bien sur la végétation qui existe dans la seconde expérience. C'est-à-dire que la lumière est un facteur qui permet, qui favorise les réactions de dégagement d'oxygène. Par contre, dans la troisième, il y a de la lumière, mais on la prive de CO2. En comparant la troisième expérience et la seconde expérience, on peut dire que, ou bien on peut en déduire que le CO2 est un facteur essentiel pour le dégagement de l'oxygène. Alors, comme réponse à la question précédente, on constate que le tube numéro 1 est un tube témoin. La couleur du rouge de chrysol ne change pas. Dans le tube 2, à l'obscurité, la couleur du rouge de chrysol ne change aussi pas, reste inchangée dans l'obscurité. Et dans le troisième tube, à la lumière, le rouge de chrysol devient violet
Donc, on peut dire qu'à la lumière, les LOD absorbent du CO2, ce qui induit le changement de la couleur du rouge de chrysome. Alors, pour la seconde expérience, l'interprétation des résultats, on observe que à la lumière et en absence de CO2, la plante ne dégage pas d'oxygène, c'est-à-dire le cas de la troisième expérience. Et à l'obscurité, il n'y a pas de dégagement aussi de CO2. Et à la lumière, en présence de CO2, la plante dégage de l'oxygène. Alors pour l'expérience numéro 2, interprétation des résultats, on observe à la lumière et en absence du CO2, la plante ne dégage pas de l'oxygène. À l'obscurité, il n'y a pas de dégagement aussi de l'oxygène, c'est pas le CO2, pas de dégagement de l'oxygène, il n'y a pas ce C, donc pas de C. Dans ce cas, on n'a pas de ce C, c'est-à-dire il n'y a pas de dégagement de l'oxygène et non pas de CO2. La troisième expérience qui est la seconde, à la lumière et en présence de CO2, la plante dégage de l'oxygène. Donc pour tester ce gaz, on va utiliser des allumettes qu'on va rapprocher au tube comme suite. On sait que si l'on place rapidement une allumette incandescente dans le tube, la flamme reprend. Cela est caractéristique de la présence du dioxygène qui favorise la combustion. Si l'on réalise ce test à la combustion de l'allumette, se déclenche le gaz contenu dans le tube et donc le dioxygène. Comme montre ce petit test, on va prendre le tube 1 et le tube 3. Lorsqu'on rapproche une allumette, il n'y a pas de déclenchement, donc il n'y a pas d'oxygène, mais dans le tube 2, on aura un déclenchement qui veut dire qu'il y a de l'oxygène rejeté par la plante dans ce. Donc, comme bilan, nous venons de voir que les échanges gazeux qui se produisent lors de la photosynthèse et ceux de la respiration sont opposés. C'est-à-dire les réactions de la photosynthèse et ceux de la respiration sont opposés. Lorsque la plante est à l'obscurité, il absorbe le dioxygène, donc il respire. Et lorsque cette plante est placée dans la lumière, il est en train de faire de la photosynthèse. Alors, comme remarque, la plante n'arrête pas de respirer. En effet, à la lumière, les échanges gazeux respiratoires sont couverts par les échanges gazeux liés à la photosynthèse qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire, durant toutes les 24 heures, la plante respire, mais pendant la journée, les réactions de la photosynthèse sont très considérables par rapport à celles de la respiration. Donc, grand 2, les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens. Petit 1, influence de la concentration externe de CO2 et de la température. La figure suivante présente deux graphiques, le graphe A qui donne le taux de CO2 absorbé en unité aléatoire en fonction du taux de CO2 dans l'air. Et le graphe B donne le taux de CO2 absorbé en unité aléatoire en fonction de la température. Donc on va essayer de voir l'influence du CO2 dans l'air sur l'absorption de CO2 par la plante et l'influence de la température ambiante sur l'absorption de la plante de CO2 par la plante. Alors pour le graphe A, on remarque que cette courbe évolue proportionnellement par rapport au pourcentage de CO2 qui existe dans l'air ambiant. Ici, on a le CO2 absorbé et ici, sur cet axe, on a le taux de CO2 qui existe dans l'air. Alors, au début, si le pourcentage du CO2 qui existe dans l'air est nul, on a aussi l'absorption est nulle. Mais une fois le taux de CO2 qui existe dans l'air augmente, en parallèle, le taux de CO2 absorbé augmente aussi.
Une fois on arrive à un point, par exemple à ce point, si on lui met une projection orthogonale à peu près, il va arriver à ce point. Donc, dans ce point, on aura une valeur de CO2, un pourcentage de CO2 dans l'air, une valeur spécifique de CO2 dans l'air, un pourcentage. À ce taux, lorsqu'on met la projection de cette portion de la courbe sur l'axe des ordonnées, on peut dire qu'elle est constante. C'est-à-dire, dans ce cas, même si le pourcentage du CO2, du taux de CO2 qui existe dans l'air ambiant est élevé, l'absorption arrive à son point culminant. C'est-à-dire que la plante n'absorbe pas de CO2 au-delà de cette valeur, ce qui peut être expliqué par la saturation de la plante. Ou bien, d'un autre côté, étant donné que le taux de CO2 est constant, ou bien il est limité dans l'air, on va voir une expérience qui explique cette idée, la plante ne va pas dépasser la valeur maximale du taux de CO2 qui existe dans l'air de point de vue absorption. Mais pour le graphe B, qui représente le CO2 absorbé en unité aléatoire, le CO2 absorbé en unité aléatoire en fonction de la température du milieu ambiant. On remarque que cette courbe présente deux domaines. Un domaine où les températures sont inférieures à 30 degrés Celsius et un autre où les températures sont supérieures à 30 degrés Celsius, c'est-à-dire les températures du milieu ambiant à la plante. Donc pour le premier domaine, où les températures sont comprises entre 0 degrés Celsius et où les températures sont comprises entre 0 degrés Celsius et 30 degrés Celsius, on remarque que le taux de CO2 absorbé par la plante augmente avec l'augmentation de la température. Une fois on arrive à 30 degrés Celsius, cette absorption arrive à son max, à son maximum. Donc ici, on a un maximum d'absorption. Au-delà de 30 degrés Celsius, l'absorption de CO2 par la plante diminue peu à peu jusqu'à elle s'annule. Ce qu'on peut en déduire, c'est que la température ambiante influence la capacité de la plante d'absorption de CO2, ainsi que la quantité ou bien le taux de CO2 qui existe dans le milieu environnant. C'est-à-dire les deux facteurs limitants de l'absorption de CO2 par la plante sont le taux de CO2 existant dans l'air ambiant et la température du milieu environnant à la plante. Donc comme réponse pour l'analyse des graphiques qu'on a expliqué, le graphique A, on observe que le taux de CO2 absorbé par la plante est nul quand la concentration de CO2 externe est nulle. Il augmente avec l'augmentation de la concentration de CO2 externe, c'est-à-dire qui existe dans l'air ambiant, et devient constante dans des concentrations élevées de CO2 externe. Lorsqu'il arrive à un point maximal, il reste constante. Le palier de la courbe. La saturation du taux de CO2 absorbé s'explique par le fait que la plante atteint sa capacité maximale d'absorption. Donc pour le graphe B, le graphique B, à une température égale à 30 degrés Celsius, l'absorption de CO2 est maximale. C'est la température optimale pour ces plantes. Lorsque la température diminue en dessous ou augmente en dessus de la température optimale, c'est-à-dire le domaine qui est inférieur à 30 degrés Celsius, et celui qui est supérieur à 30 degrés Celsius. L'absorption de CO2 diminue jusqu'au conclusion, la concentration externe de CO2 et la température ambiante influencent les échanges gazeux chlorophylliens, à savoir l'absorption de CO2. Deuxième partie, la nécessité de la lumière et du CO2.
on met des feuilles d'une plante aquatique dans un milieu pauvre en CO2. D'abord, le montage est mis dans l'obscurité. Après un certain temps, on l'expose à la lumière. Un appareillage adapté permet de mesurer la concentration de O2 dans le milieu. À un instant donné, on ajoute au milieu une quantité d'hydrogénocarbonate de sodium qui est une source de CO2. Les résultats sont représentés sur le graphique ci-après. Ce graphique, au début, on a l'axe qui est désordonné qui représente la concentration de O2 et on a l'axe des temps, mais dans deux milieux différents, à savoir l'obscurité et la lumière. À l'obscurité, on a la quantité de O2 qui diminue. C'est-à-dire, on a une valeur maximale au début de l'expérience et qui décroît peu à peu jusqu'il arrive à ce point lorsqu'on a passé à la lumière. Et à la lumière, cette diminution continue jusqu'au point où on a ajouté le CO2. Une fois on a ajouté le CO2, on observe qu'on a une augmentation. Donc, dans le domaine obscur, on peut expliquer cette diminution. Par la consommation de O2 par la plante, c'est-à-dire il fait des réactions de la respiration. Et dans le cas où on a passé à la lumière, cette diminution continue car il n'y a pas de CO2 dans le milieu pour que la plante puisse l'absorber et faire de la photosynthèse. Donc, il fait seulement les réactions de la respiration. Une fois on a ajouté le CO2, on remarque qu'il y a une augmentation très considérable de la concentration de O2 dans le milieu. Ce qui peut être expliqué par le fait que la plante entame les réactions de la photosynthèse tout en absorbant le CO2 qui est abondant dans le milieu et rejette de l'oxygène qui s'ajoute à l'oxygène qui était dans le milieu, ce qui a favorisé son augmentation. Donc à la lumière, la concentration d'O2 continue à diminuer en absence de CO2. Et la troisième étape, c'est à la lumière et juste après l'ajout d'une source de CO2, la concentration d'oxygène augmente progressivement. La plante produit de l'oxygène qu'il consomme, plus d'oxygène qu'il consomme, c'est-à-dire il fait l'action de la photosynthèse et celle de la respiration, mais celles de la photosynthèse sont plus considérables que celles de la respiration. On déduit que les échanges gazeux chlorophylliens nécessitent la présence de la lumière et du CO2. Deuxièmement, l'influence de l'intensité lumineuse. On dispose des plantes chlorophyllliennes à une intensité lumineuse croissante en présence de CO2 et dans une température ambiante optimale. Ensuite, on mesure la concentration de CO2 absorbée pour chaque intensité lumineuse. Les résultats sont représentés sur le graphique A de la figure ci-dessous. Et le graphe B présente une comparaison entre la tomate et la fougère. Alors, pour le graphe A, qui représente le taux du CO2 absorbé en unité aléatoire en fonction de l'intensité lumineuse, on remarque que la courbe débute d'un point qui est inférieur à 0, c'est-à-dire de ce point. Donc, on peut diviser cette courbe en trois domaines. Le premier domaine, il est compris entre 0 et le point C, comme je dessine ici. Le deuxième, entre le point C et le point S. Et le troisième, c'est au-delà de S, où on a un éclairage intense, une intensité lumineuse très considérable. Donc, pour le premier domaine, on remarque que à ce point, le taux de CO2 absorbé par la plante est négatif. C'est-à-dire, dans ce cas, la plante n'absorbe pas le CO2, au contraire, elle le rejette. C'est-à-dire, il fait des réactions de respiration. Donc, de 0 à C,
il y a respiration de la plante, c'est-à-dire le domaine il est obscur. Il n'y a pas de lumière. Au point C, qui est nommé un point de compensation. Cette compensation veut dire qu'on a, dans ce cas, le taux de CO2 que la plante absorbe est égal au taux de CO2 qu'elle rejette. C'est-à-dire, dans ce point, les réactions de la photosynthèse et celles de la respiration utilisent le même taux de CO2. À égalité, donc, on a la même valeur qu'on absorbe, on la rejette. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une projection de ce point sur l'axe des ordonnées, on va trouver zéro taux de CO2 échangé. À partir de C et jusqu'à S, qui est un point de saturation, on remarque qu'il y a une augmentation du taux de CO2 absorbé en unité aléatoire. Dans ce cas, l'intensité lumineuse augmente progressivement, entraîne en parallèle une augmentation du taux absorbé de CO2 par la plante. C'est-à-dire que l'intensité lumineuse est un facteur qui stimule les réactions de la photosynthèse qui pousse la plante à absorber le maximum de CO2. Une fois on arrive au point S, on remarque que la courbe reste constante, à peu près constante, ce qui peut être expliqué par le fait que la plante est arrivée à son point de saturation. C'est pour cette raison qu'on a nommé le point C un point de saturation. Donc pour le graphique B, il donne le volume net de dioxygène dégagé par la plante en fonction de la lumière du soleil. Mais cette expérience a été faite pour deux plantes différentes, pour la fougère et pour la tomate. Deux plantes. On remarque à partir de la comparaison des courbes de ces deux, de l'allure du volume de dioxygène dégagé par les deux plantes, que la courbe de la tomate présente un C2, c'est-à-dire un point de compensation différent que celui de la fougère. Ce qui veut dire que la fougère arrive à son point de compensation avant la tomate. C'est-à-dire qu'à une faible lumière, cette fougère arrive à son point de compensation, mais la tomate exige un éclairage supérieur à celui de la fougère, ainsi que pour les deux points de saturation. Le point de saturation de la fougère, on peut le prendre ici, donc S1, on va le nommer le S1, et le point de saturation de la tomate peut être trouvé dans ce point, donc on aura un S2 dans ce point, c'est-à-dire que la tomate a un point de saturation plus grand que celui de la fougère. Donc on peut conclure de cette comparaison que la tomate exige un éclairage plus intense que la fougère, donc on peut dire que la tomate fait partie des plantes du soleil et la fougère fait partie des plantes de l'ombre. Donc comme réponse à ces expériences, le graphique A, avant le point C, qui est un point de compensation, les valeurs du taux de CO2 absorbé sont négatives. La plante libère le CO2, donc on a le phénomène de la respiration. Entre le point C et le point S, qui est un point de saturation, le taux de CO2 absorbé augmente avec l'augmentation de l'intensité lumineuse, comme on a expliqué. Après le point S, le taux de CO2 absorbé devient constant et cela s'explique par la saturation de la plante. Pour le graphique B, on distingue deux types de plantes qui diffèrent par les valeurs de C et de S, le point de compensation et le point de saturation. On peut les différencier en plantes d'ombre qui atteignent le point C et S en une faible intensité lumineuse et elles sont négativement influencées par l'intensité lumineuse élevée.
Les plantes du soleil, elles atteignent le point de compensation et de saturation en une intensité lumineuse. Donc l'essentiel, à l'obscurité, les végétaux chlorophylliens respirent. Ils absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Il n'y a pas de photosynthèse dans ce cas. Mais à la lumière, les végétaux chlorophylliens respirent également, mais ce phénomène est masqué par un autre plus important, c'est la photosynthèse. Les végétaux, dans ce cas, absorbent le dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. Grand 3, les structures responsables des échanges gazeux chlorophylliens, la mise en évidence de ces structures. Pour mettre en évidence les structures responsables des échanges gazeux, on utilise le chlorure de cobalt dont la couleur est bleue dans un milieu sec et rose dans un milieu humide. La figure ci-dessous présente l'expérience et ses résultats. Alors, on remarque que après avoir imbibé un papier dans le chlorure de cobalt et laissé les feuilles sur ce papier, après un certain moment, la face inférieure présente plusieurs ponctuations roses et la face supérieure présente quelques ponctuations roses. Alors, comme réponse, on observe que les ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de cobalt ces ponctuations sont dues à la sortie de la vapeur d'eau, c'est-à-dire du phénomène de la transpiration, des trous qui se situent sur les faces des feuilles vertes, ce qui sont appelés les stomates. Les stomates sont des structures responsables des échanges gazeux. Ils sont donc plus abondants sur la face inférieure des feuilles des plantes vertes que sur leur face supérieure. Donc les points roses expriment la position des pores ou bien des stomates qui existent sur la feuille par lesquels se font les échanges gazeux avec le milieu extérieur. Structure de ces stomates. La figure ci-dessous présente une observation microscopique de l'épiderme de la face inférieure d'une feuille de plantes vertes A et de schéma d'interprétation des stomates B et C. Alors, après, on remarque que ces stomates sont constitués de deux cellules stomatiques riches en chloroplastes, un ostiole, une chambre sous-stomatique en liaison avec l'atmosphère par l'ostiole. Voici la figure A qui présente un tissu végétal où il y a des stomates. Ici, on a les stomates. Et la figure B présente un schéma explicatif d'un stomate qui renferme un ostiole, des cellules stomatiques, des chloroplastes qui sont à l'intérieur de ces cellules et une paroi épaisse. La figure C présente un tissu végétal où on peut voir le cuticule, l'épiderme, l'ostiole, les cellules stomatiques, une chambre sous-stomatique ainsi que l'émia aérifère. Troisièmement, la relation entre l'ouverture du stomate et les échanges gazeux. On mesure le pourcentage d'ouverture du stomate d'une part et d'autre part l'intensité des échanges gazeux pendant une journée d'été. Les résultats sont présentés sur les courbes ci-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 
la fermeture des stomates, à savoir que ces stomates sont les pores par lesquels la feuille verte fait ses échanges gazeux. Et on a choisi une journée d'été où on a un ensoleillement qui est très considérable afin qu'on puisse voir ces échanges et c'est l'ouverture et la fermeture des stomates. Alors dans la figure, on a le premier graphe, il présente l'ouverture des stomates en fonction des heures de la journée. Le second graphe présente le CO2 absorbé par la plante en fonction des heures de la journée, ainsi que le troisième qui présente le O2 dégagé par la plante en fonction des heures de la journée. À partir du premier, on constate que euh, au matin, au début du matin, c'est-à-dire avant 6 heures, et on a l'éclairage de la journée peu à peu, on constate que l'ouverture des stomates commence et augmente progressivement
et arrive à son maximal à 10 heures à peu près. Puis il redescend de 10 heures à midi et de midi à 14 heures il augmente. Ainsi, à partir de 14 heures, on a une diminution jusqu'elle s'annule aux environs de 18 heures. C'est-à-dire, on a une variation de l'ouverture des stomates et du nombre des stomates qui sont ouverts selon les moments de la journée où on a une très grande chaleur ou bien une faible chaleur ou bien une moyenne. En parallèle, lorsque on a l'ouverture des stomates qui est maximale aux environs de 10 heures, aussi on a une augmentation du taux de CO2 absorbé entre à peu près 7 heures, 8 heures et 13 heures. Et à peu près 14 heures ou bien 13 heures, on a une augmentation de CO2 absorbé. De même, l'après-midi, aux environs de 17 heures, on a une augmentation du CO2 absorbé. De la même façon, on a un dégagement de l'oxygène par la plante qui suit la même allure que celle de CO2 car ces deux gaz s'échangent en même temps. On a absorption de CO2 et rejet de O2. Donc ils ont la même allure au cours des moments de la même journée. Comme réponse, on observe un parallélisme entre le pourcentage d'ouverture du stomate et l'intensité des échanges gazeux au cours du temps, c'est-à-dire que l'augmentation d'ouverture des stomates est équivalente à l'augmentation des échanges gazeux. Cette équivalence entre l'ouverture des stomates et l'augmentation de l'intensité des échanges gazeux s'explique par le fait que les stomates sont les structures responsables des échanges. Donc en conclusion, à partir de l'analyse de ces courbes, on remarque que une fois les stomates sont ouverts, ou bien ils arrivent au maximum d'ouverture, en parallèle, on peut voir un taux de CO2 absorbé très considérable, ainsi que celui de l'oxygène rejeté. Ce qui veut dire que les stomates sont des structures qui favorisent les échanges gazeux de la plante avec le milieu extérieur. Donc, quatrièmement, le mécanisme d'ouverture et de fermeture de stomate. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui permet l'ouverture ou bien la fermeture de ces stomates. Donc, pour comprendre le phénomène d'ouverture et de fermeture du stomate, la concentration des ions de potassium a été mesurée à l'intérieur des cellules stomatiques et à l'intérieur des cellules avoisinantes. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant. Alors, pour comprendre le phénomène d'ouverture et de fermeture des stomates, la concentration des ions de potassium a été mesurée à l'intérieur des cellules stomatiques et à l'intérieur des cellules avoisinantes. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant. Donc, le tableau présente la concentration des ions potassium K+, dans deux cas. Dans deux milieux, les cellules somatiques et les cellules avoisinantes, mais au moment de l'ouverture des stomates et au moment de leur fermeture. Donc au moment de l'ouverture des stomates, on a dans les cellules stomatiques une concentration très élevée du potassium et une concentration faible dans les cellules avoisinantes. Dans le cas du stomate ouvert, comme montre cette figure, ils sont ouverts dans ce cas. Voici le stomate, il est ouvert. Les cellules somatiques sont riches en potassium. Donc on a le potassium dans ces cellules. Donc à l'intérieur, dans ce cas de la fermeture du stomate, on a la concentration de potassium est faible. Dans le premier cas, où on parle de l'ouverture du stomate, on a la concentration du potassium est faible dans les cellules avoisinantes. Alors, une fois on a la concentration du potassium élevée à l'intérieur des cellules stomatiques et à l'extérieur on a une faible concentration, comme on a déjà vu dans le premier chapitre, l'eau va migrer vers l'intérieur car on a un phénomène d'osmose.
on a une flèche qui favorise l'entrée de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur des cellules stomatiques, ce qui va entraîner la turgescence de ces cellules stomatiques, dans le cas de l'ouverture. Mais dans le cas de la fermeture des stomates, stomate fermé, concentration faible des, de la, du potassium dans les cellules stomatiques. Forte, comme montre cette figure, dans les cellules avoisinantes. Alors, lorsque la concentration est forte dans les cellules avoisinantes, donc l'eau, il va migrer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire on a une sortie de l'eau vers l'extérieur, comme montre cette flèche ici. On a la sortie de l'eau vers les cellules avoisinantes, ce qui va entraîner la plasmolyse des cellules. Alors, à partir de ce tableau et des résultats de ces expériences, on peut dire que l'ouverture et la fermeture du stomate est contrôlée par la concentration des sels minéraux, à savoir dans ce cas le potassium, ainsi que le phénomène d'osmose qui favorise la migration de l'eau de part et d'autre de ces cellules. Donc la question se basant sur l'analyse du tableau expliquait le mécanisme d'ouverture et de fermeture des stomates. Donc on a déjà expliqué les résultats de cette expérience. Alors comme réponse, dans le cas d'un stomate ouvert, la concentration des ions potassium dans le milieu les cellules stomatiques est supérieure à celle dans les cellules avoisinantes, et donc la pression osmotique dans les cellules stomatiques est supérieure, ce qui provoque l'entrée de l'eau par osmose dans les cellules stomatiques et provoque leur turgescence, comme on a expliqué. Et dans le cas d'un stomate fermé, la concentration des ions K+, dans les cellules stomatiques est inférieure à celle des cellules avoisinantes, ce qui provoque la turgescence par osmose, les cellules avoisinantes et la plasmolyse des cellules stomatiques. Donc turgescence des cellules avoisinantes car l'eau sort des cellules stomatiques vers l'extérieur, et la turgescence et la plasmolyse des cellules stomatiques, comme montre cette figure. Cinquièmement, les facteurs agissant sur l'ouverture et la fermeture des stomates. Le graphique ci-dessous traduit les résultats d'une expérience consistant à mesurer la perméabilité d'une feuille de géranium éclairée ou non à un gaz, c'est-à-dire la vitesse de passage de ce gaz à travers la feuille. Alors voici le document qui présente l'évolution de la perméabilité de la feuille à un gaz en unité aléatoire en fonction des heures de la journée et dans deux domaines différents, à savoir l'obscurité et la lumière. Alors, à partir de ce graphe, on observe que au cours de l'étape obscure, on a au début la perméabilité de la feuille à ce gaz est supérieure, c'est-à-dire maximale, ce qui peut être expliqué par le fait que la plante a été dans un milieu éclairé, c'est-à-dire dans ce point. Une fois on fait passer cette plante vers l'obscurité, on remarque qu'il y a une descente de la perméabilité de la feuille à ce gaz, c'est-à-dire cette perméabilité diminue, décroît. Après à peu près moins d'une heure, on arrive à une perméabilité qui est presque nulle. Et au cours de l'obscurité, elle reste dans cette valeur, c'est-à-dire elle reste constante, ce qui peut être expliqué par le fait que au moment où on a fait passer cette plante à l'obscurité, les stomates se referment peu à peu. Une fois ils se referment totalement, il n'y a pas de perméabilité de ce gaz. Mais dès qu'on a fait passer la plante à la lumière, on l'a éclairée,
on remarque qu'il y a une augmentation excessive et rapide de la perméabilité de la feuille à ce gaz, ce qui peut être expliqué par la réouverture des stomates qui arrive dans un laps du temps à son maximum au début de l'expérience. Donc, on peut dire que dans ce cas, dans ce point, la feuille a arrivé à l'ouverture de la totalité de ses stomates, c'est-à-dire la perméabilité arrive à son maximum. Donc ce graphe nous montre que la lumière est un facteur qui permet l'ouverture et la fermeture des stomates. Donc comme réponse, à partir de ce graphe, on observe que lors du passage de la lumière à l'obscurité, début de l'expérience, le numéro 1, c'est-à-dire dans cette phase, la perméabilité de la feuille au gaz chute rapidement et atteint une valeur très faible. Mais à l'obscurité, c'est-à-dire l'étape 2, la perméabilité reste très faible et constante. Et lorsqu'on rééclaire la feuille, sa perméabilité au gaz retrouve en un peu moins d'une heure une valeur élevée, identique à celle mesurée initialement. Donc on peut conclure qu'à la lumière, la forte perméabilité de la feuille indique que ses stomates sont ouverts, et à l'obscurité, la faible valeur de la perméabilité indique qu'à ce moment, ces stomates sont sûrement fermés. Remarque, le taux d'ouverture des stomates est influencé par les conditions climatiques, à savoir la température, l'humidité et l'intensité.